propose de commencer tout de suite pour une controverse un peu particulière, parce que vous allez voir, en fait, on va parler d'amour. Voilà. On va parler du couple franco-allemand. Et peut-être que pour poser le débat, je vous propose un paradoxe. En fait, c'est peut-être parce qu'elle est très compliquée, très complexe, difficile, parfois contradictoire, que la relation franco-allemande est solide, centrale en Europe. Parce qu'au fond, si deux puissances aussi différentes par leur culture économique et politique sont capables de s'entendre, de prendre des décisions ensemble, cela signifie que le compromis est possible en Europe, qu'une dynamique européenne est possible. Alors, bon, ce n'est pas moi le spécialiste, je suis ravi d'accueillir pour parler de ce couple franco-allemand Florence Parly. Bonjour Florence Parly. Bonjour à tous. Je le rappelle parce que vous êtes experte de cette relation parce que vous avez occupé un poste privilégié, vous avez été ministre des Armées de juin 2017 à mai 2022. Et à côté de vous, je suis ravi d'accueillir Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne en France, Stefan Steinlein. Bonjour. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Alors, Je t'aime moi non plus, c'était en 1967, une chanson de Gainsbourg qui avait fait scandale. Et à l'époque, c'était Pompidou et Willy Brandt. Je ne suis pas sûr que ça ait été le couple franco-allemand le plus proche, mais bon, il y a eu mieux après. Mais enfin, ma première question, je vais vous demander assez rapidement de nous faire un peu un état des lieux du couple franco-allemand. Florence Parly, on est dans une période quoi? On est dans une période je t'aime ou dans une période moi non plus? Eh bien, les deux, mon général. On a souvent en France recours à une image qui est l'image du couple. Alors je sais que ce n'est pas une image qui est très utilisée en Allemagne pour parler de la France et de l'Allemagne, mais si je file la métaphore du couple, je pense que nous sommes un vieux couple, et comme les vieux couples, on s'agace parfois, mais en réalité on ne peut pas vraiment se passer l'un de l'autre, et même si on a l'impression qu'on se connaît bien, voire même trop bien, en fait on apprend chaque jour à la fois l'un de l'autre et l'un sur l'autre. Donc ce vieux couple, je l'ai pratiqué moi aussi à partir de 2017, pendant 5 ans. Et en fait, j'ai commencé mon mandat, si je puis dire, avec une première réunion internationale qui était le Conseil des ministres franco-allemands, le 13 juillet 2017, au cours duquel la chancelière Merkel et le président Macron ont lancé à la fois de grands projets, on y reviendra peut-être, le système de combat aérien du futur, le char de combat, et puis aussi une méthode de travail. Et bon, la méthode de travail, ça consiste à fixer des échéances, des objectifs, tout ça est très classique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est au fond la manière dont ça se passe et dont l'alchimie se construit. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon interlocutrice et ma collègue à l'époque s'appelle Ursula von der Leyen et que c'est une personnalité qui a d'emblée considéré que ce tandem devait fonctionner, que la méthode qui avait été fixée par la chancelière et le président devait marcher et que donc notre rôle à l'une comme à l'autre, c'était d'essayer de surmonter les obstacles multiples qui forcément se dressaient sur notre chemin. Et on a fait des choses ensemble. On a fait des choses ensemble, et pour prendre un exemple de cette complémentarité que nous avons vécue, nous sommes allés plusieurs fois au Sahel ensemble. Et nous avons rencontré les forces, nous sommes allés à Gao ensemble, et puis à un moment donné, nos chemins se sont séparés parce qu'elle allait voir les opérateurs du développement allemand qui étaient très présents sur la zone. Et ça, c'était conforme à ce qu'avait demandé la chancelière et le président de la République, c'est-à-dire d'avoir des projets de développement cofinancés sur le terrain. Et moi, je suis allée passer du temps avec les troupes qui étaient stationnées là-bas. Et je dois dire que ça a continué avec sa successeuse, si je puis dire, avec une personnalité très différente. Mais nous avons fait deux choses. D'abord, nous avons géré la période du Covid.
Et je dois dire qu'elle a été d'une exceptionnelle générosité parce qu'elle m'a appelé pour me proposer des places dans des lits de réanimation à Ulm, en Allemagne, alors que nos avions militaires étaient en train de transporter des malades dans toute la France pour trouver des lits de réanimation. Et donc, la Luftwaffe est venue chercher des patients en réanimation qui avaient besoin d'être hospitalisés. Mais alors, à vous écouter, est-ce que ça veut dire que le relationnel, la relation entre les personnes compte dans cette coopération bilatérale? Jamais une relation entre États ne peut fonctionner que par le relationnel. Ce sont d'abord et avant tout des relations entre États qui sont liées à une histoire. Mais je pense que les relations personnelles ne nuisent pas. Et ce que je veux vous dire, c'est que dans une relation telle que celle-ci, la confiance, c'est très important, et la confiance, ça se bâtit aussi. Et ce sont dans des circonstances telles que celles que je vous décris que ça s'éprouve. Mais il y avait aussi, il faut le souligner, une chancelière et un président qui veillaient au grain. Et à Toulouse, nous avons tenu 2 ans plus tard un conseil des ministres franco-allemands, où là vraiment ça bloquait sur le système de combat aérien du futur. Et je peux vous dire que la chancelière et le président se sont invités à notre réunion pour essayer de lever les obstacles et nous permettre d'avancer en continuant à franchir les haies. Donc voilà, je pense que cette relation, je ne peux pas la résumer à ce que j'en ai vécu, mais les quelques anecdotes, si je puis me permettre, que je vous cite, illustrent au fond assez bien ce que nous sommes. Alors, monsieur l'ambassadeur, je crois qu'en Allemagne, on ne parle pas du couple franco-allemand. Hein. C'est un concept un peu français. Malgré tout, qu'est-ce que vous pouvez en dire? On va avoir des difficultés à se disputer sur ce panel. Un ancien président fédéral, Gustav Heinemann, a répondu à la question s'il aimait l'Allemagne. J'aime pas un pays, j'aime ma femme. Et vous connaissez certainement le mot attribué au général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et cela nous devrait mettre en garde contre un certain sentimentalisme ou romanticisme qui s'exprime aussi dans le titre de notre discussion « Je t'aime moi non plus ». Comme vous avez dit qu'en France, on parle souvent du couple franco-allemand, nous les Allemands parlent du moteur franco-allemand, ce n'est pas tout à fait la même chose. Moi, personnellement, en parlant des relations entre nos deux pays, je préfère une expression plus sobre, plus terre-à-terre, moins romantique, coopération franco-allemande. Il y a moins de sentiments dedans, plus d'efforts, travail, bref, du quotidien et un peu de dynamisme. Mais au-delà des questions de terminologie, cette coopération est cruciale pour le fonctionnement de l'Europe. Sans une coopération franco-allemande étroite, le projet européen se retrouvera dans des eaux difficiles. Après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et la défaite totale du nazisme, les grands hommes comme Adenauer et de Gaulle ont choisi d'ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations. Un nouveau chapitre au niveau bilatéral, dont l'acte fondateur fut le traité d'Aix-en-Chapelle, mais c'était dès le début un nouveau chapitre au niveau bilatéral qui s'inscrivait dans une logique européenne. C'est un point extrêmement relevant. Nos relations sont inséparables de l'avenir de notre Europe commune. Nous avons une responsabilité commune qui va bien au-delà de la relation franco-allemande. La coopération franco-allemande reste au cœur de l'intégration européenne. Sans une coopération franco-allemande étroite, le projet de paix, qui est l'Union européenne, se retrouvera dans des eaux très difficiles. Les Français et les Allemands sont différents, nos positions ne sont pas automatiquement alignées, mais le secret de la coopération franco-allemande consiste en ce que nous sommes, Français et Allemands, en règle générale, malgré nos différences, capables à trouver des compromis, parfois après des très longues discussions. Et que ces compromis peuvent servir de base pour des solutions à l'échelle européenne. Tout récemment, nous avons fait preuve de cette capacité à trouver des compromis dans le cadre de la tarification énergétique européenne, de Energy Market Design, malgré des différences profondes sur la politique énergétique de nos deux pays. Nous avons fait preuve de cette capacité en trouvant un compromis sur l'avenir du pacte de stabilité grâce à l'engagement personnel considérable des deux ministres des Finances, Christian Lindner et Bruno Le Maire, et vous avez à juste titre souligné ce fait. Nous avons ce fait que des relations personnelles sont d'une importance extrême. Nous avons fait avancer les deux grands projets que vous avez entamés
MGCS et SCAF. De nouveau, grâce à une implication personnelle très forte de Boris Pistorius et Sébastien Sécornu. Et une des expériences merveilleuses de mon travail ici en tant qu'ambassadeur est que j'ai toujours rencontré dans les deux pays, à tous les niveaux, des personnes qui s'engagent pour la coopération entre nos deux pays parce qu'elles sont profondément convaincues que sans cet engagement, il ne peut y avoir des progrès en Europe. Par exemple, le compromis sur l'Ariane 6 que nous avons trouvé en novembre dernier à Séville montre très bien comment nos deux pays, avec des approches différentes, peuvent agir en se complétant mutuellement. À Séville, l'Allemagne s'est dit prête à mobiliser des fonds supplémentaires pour financer le programme Ariane parce que l'Europe a besoin d'un grand lanceur. La France, en revanche, se dit prête à accepter plus de concurrence dans le domaine de l'espace en ouvrant la voie pour des petites entreprises plus innovantes et plus mobiles, qui existent d'ailleurs dans nos deux pays. Sens stratégique français, esprit pragmatique et un peu plus libéral allemand, voici un exemple de la complémentarité que vous avez aussi mentionnée entre nos deux pays. Et je peux imaginer une certaine complémentarité à l'œuvre aussi dans des domaines si différents comme l'énergie et la défense. Nous avons vécu des moments hautement symboliques ces derniers mois. Je pense à la visite d'État du président Macron, je pense à l'invitation du chancelier Scholz aux festivités organisées à l'occasion du débarquement allié en Normandie, ou encore la commémoration commune des deux présidents du massacre allemand d'Oradour-sur-Glane. Tout cela a été relégué au second plan par les élections anticipées en France. Nous sommes tous très impatients de connaître la décision des électeurs français dans 2 jours. Vous comprendrez que je ne me prononce pas sur les constellations souhaitées et que je ne souhaite pas non plus participer ici à des spéculations. Mais je peux vous assurer, l'Allemagne respectera le vote du peuple français et coopérera avec un futur gouvernement dans un esprit européen. Nous avons besoin d'un partenaire français fort en cette période de grande incertitude. La guerre en Ukraine, l'incertitude quant à l'issue des élections américaines, la concurrence avec la Chine, la nécessité de lutter contre la faiblesse de la croissance et de l'innovation européenne, voilà 1000 raisons pour tout faire pour renforcer la coopération entre la France et l'Allemagne. Et d'ailleurs, comme Gustav Heinemann, j'aime ma femme et elle est française. Alors, Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé du SCAF, qui est l'avion de combat du futur. Vous avez parlé du MGCS, qui est le char de combat. Donc ça nous permet d'aborder notre deuxième point, et je me tourne vers vous, Florence Parly, parce que c'est au plus intime de la relation franco-allemande, parce que ça touche à la souveraineté, c'est les questions de défense. Alors là, on a cité 2 projets qui ont marché, d'autres projets n'ont pas vraiment marché. Il y a une pression très forte avec la guerre en Ukraine. On peut dire que ça avance assez vite. On peut être content de la coopération franco-allemande en matière d'armement. Alors, on peut toujours voir le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Bon, manifestement, monsieur l'ambassadeur et moi-même, nous avons choisi le verre d'eau à moitié plein aujourd'hui. Et d'abord, on avait une bonne raison pour cela, puisque le titre de ces rencontres, c'est « Relier les mondes » plutôt que les séparer. Et par ailleurs, le contexte politique très incertain dans lequel nous sommes nous conduit naturellement à essayer de privilégier ce qui fonctionne, ce qui avance, ce qui permet de bâtir et ce qui permet de faire avancer la construction européenne à laquelle nos 2 pays sont très attachés. Alors, on pourrait tout aussi bien faire la longue liste de tous les obstacles, de tous les problèmes, de tout ce qui n'avance pas, de toutes nos incompréhensions réciproques. Alors, pour ne pas frustrer l'auditoire, je pourrais rappeler que lors de ce Conseil des ministres franco-allemands que je citais tout à l'heure, en 2017, la chancelière et le président avaient lancé 5 projets. Nous en avons mentionné que 2. Parce qu'entre-temps, il y en a quelques-uns qui sont passés, si j'ose dire, à la trappe, au moins 2. Il s'agit d'un nouvel avion de patrouille maritime. L'Allemagne a fait un choix qui est d'acheter américain.
Et puis, le nouveau standard de l'hélicoptère de combat, Tigre, nous avions fait les 2 premiers standards ensemble. Bon, nous sommes seuls pour faire le 3e. Voilà, donc tout ne fonctionne pas nécessairement comme on pourrait toujours le souhaiter. Mais il y a aussi des choses qui marchent. Alors, il y en a eu dans le passé. Dans le passé, on a réussi à faire un formidable avion de transport, je crois qu'il s'appelait le Transal, et qu'aujourd'hui, il a fini de rendre de bons et loyaux services. On a cette magnifique entreprise qui s'appelle Airbus. Et puis, de façon plus récente, dans le domaine de l'armement, à bas bruit, mais de façon très, très solide et résolue, nous avons une co-entreprise qui s'appelle KNDS dans le domaine de l'armement terrestre, qui est, le mariage de Nexter et de KMW. Et depuis la guerre en Ukraine, ce projet qui ne se développait pas beaucoup dans les années passées, eh bien, accélère et devient une véritable réussite à son tour dans le domaine des industries de défense. Donc, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais il y a des choses qui avancent. Et comme l'a très bien dit Monsieur l'ambassadeur, ce qui est très préoccupant dans la situation actuelle, c'est qu'au-delà de la relation bilatérale entre la France et l'Allemagne, ce qui peut se jouer, on ne sait pas très bien dans quel sens, à partir de lundi, c'est finalement la construction européenne elle-même. Parce que si je renonce un instant à nos histoires d'amour et de couple, et que pour revenir à la notion de moteur, si ce moteur ralentit, s'il s'étouffe, c'est la construction européenne d'une manière ou d'une autre qui en sera affectée. Donc, je pense que, pour revenir à la méthode, oui, on n'est pas aligné spontanément sur tous les sujets. On a même des sujets sur lesquels on est carrément en désaccord. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque l'on sait que finalement, on ne pourra pas faire certaines choses seul. Et franchement, le système de combat aérien du futur, c'est un projet d'une telle ampleur qu'il n'y a plus un pays aujourd'hui seul qui peut imaginer se lancer dans un pareil projet, parce que ce sont des innovations de rupture qui s'appuient sur de multiples technologies. Donc quand on sait que si on ne réussit pas à trouver un accord, on ne fera pas, eh bien cela nous place respectivement, même si ça prend du temps, dans des positions où on apprend pas à pas à construire des sentiers pour mieux se comprendre. Alors tout le problème, c'est effectivement le paramètre du temps. Parce que lorsque on a des équipements dont on sait qu'ils arriveront au terme de leur capacité de fonctionner à une date donnée, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Et donc, pour parler de l'avion Rafale, il connaît de nombreuses vies, mais un jour, il faudra qu'il soit remplacé par un autre. Le char de combat, c'est pareil. Et nous avons des chars de combat plus anciens que les Allemands. Donc nous sommes plus pressés, d'une certaine manière, d'avoir un char de combat qui puisse prendre le relais. Donc il ne faut pas négliger le facteur temps. Le facteur temps, normalement, nous contraint, mais il peut nous contraindre de manière inégale. Et donc l'énergie du moteur n'est pas forcément couplée de façon parfaitement équilibrée. Monsieur l'ambassadeur, il y a aussi une opposition, il y a un grand combat Chine-États-Unis, et l'Europe doit trouver son modèle de croissance entre ces deux gros blocs. On voit que sur la Chine, sur l'énergie, sur la concurrence, sur la transition écologique, il y a pas mal de différences entre la France et l'Allemagne. On peut trouver là aussi une voie qui permette à l'Europe de trouver son modèle de croissance et de compétitivité. On a un peu l'impression que c'est deux salles, deux ambiances, souvent. Au dernier Conseil des ministres franco-allemand à Meseberg, les deux gouvernements se sont mis d'accord qu'on va travailler sur un agenda de compétitivité, aussi avec la commission prochaine à Bruxelles. Donc il y a beaucoup de points communs. Il faut avancer les projets, il faut faire plus vite pour mettre en œuvre
l'innovation, des projets innovatifs. Et je suis complètement d'accord avec ce que Madame Parly a dit aussi sur les grands projets d'armement. Je pense qu'il faut maintenant prendre la vitesse supérieure parce que le temps autour de nous change énormément vite et on n'a pas le temps de développer des projets pendant 20 ans parce que l'Europe, nos deux pays sont confrontés à un environnement stratégique qui est différent. Il y a des menaces nouvelles et il faut faire face à ça. Et ce qui est extrêmement important, et tout cela coûte de l'argent. Il faut aussi mobiliser les fonds supplémentaires, soit au niveau national, soit au niveau européen, pour justement faire face à tous ces défis. Et là, je vois, on n'est pas encore aligné, on ne sait pas encore comment on peut mobiliser ces fonds supplémentaires. Aujourd'hui, cette nuit, notre coalition, une coalition assez hétéroclite, a trouvé quand même un compromis sur la question du budget pour l'année prochaine. Et c'était extrêmement difficile, et je sais que aussi en France, chaque gouvernement, indépendamment comment il est composé, va être contraint de trouver des moyens supplémentaires justement pour l'innovation, pour l'armement, pour ce qu'il faut faire en commun en Europe, pour justement faire face à ces défis américains et chinois. Rapidement, ces fonds, ils doivent être publics, privés, ou il y a beaucoup d'épargne, mais l'épargne ne reste pas toujours en Europe. Alors c'est tout le sujet, d'ailleurs je crois que c'est de cela dont nos dirigeants respectifs ont parlé, c'est comment attirer plus de financement privé, parce que les finances publiques sont contraintes de plus en plus, donc comment faire de l'Union européenne, qui est une terre d'épargne, comment mobiliser cette épargne au profit des investissements qui nous sont le plus nécessaires. Alors il y a différents domaines. Il y a celui de la transition énergétique, bien sûr, il y a des domaines technologiques tels que l'intelligence artificielle, mais finalement, on n'a pas parlé du contexte de l'Ukraine, qui lui aussi joue sur le facteur temps et qui rend plus urgente encore le fait de pouvoir trouver des accords et d'avancer vite sur les sujets d'armement. Donc, moi, je voudrais aussi me féliciter. Vous avez parlé tout à l'heure d'intimité. Oui, les questions de défense touchent à l'intime, puisque ce sont nos souverainetés nationales qui sont en cause. Mais ce qui est, je trouve, qui donne beaucoup d'espoir, c'est qu'au cours de cette rencontre de Meseberg, les deux chefs d'État et de gouvernement ont, d'un commun accord, décidé de travailler sur un sujet sur lequel il n'avait jamais été possible de travailler jusqu'à présent, malgré les offres de services de la France, c'est la dissuasion nucléaire, et puis des sujets qui sont rendus urgents, indispensables du fait de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire les frappes dans la profondeur et puis la défense aérienne. Donc on voit bien que parfois nécessité fait loi et que le contexte ou bien d'autres contraintes font qu'on est obligé d'avancer même sur des sujets qui sont hautement sensibles. Et je puis vous dire que la dissuasion nucléaire, j'ai essayé d'en parler plusieurs fois dans le passé avec des parlementaires allemands, sans aucun succès. Et j'ai cru comprendre que les choses changent aussi dans ce domaine. Merci Madame le Ministre, merci Monsieur l'Ambassadeur. Il nous reste 5 minutes pour prendre des questions dans la salle. Merci parce que c'est une controverse, mais pleine d'espoir et assez positive, comme dans les couples qui construisent, ça c'est chouette. Alors, question de la salle. Monsieur au 3e rang, vous vous présentez et vous essayez d'avoir une question brève, on a 5 minutes. Merci. Jean Vergès, un citoyen. Enchanté. Une industrie européenne de défense va nécessiter un investissement colossal. On avait pensé à un grand emprunt de type emprunt Covid. Apparemment, la France et l'Allemagne ne sont pas sur la même longueur d'onde. Qu'en pensez-vous? Très bien. Qui veut? Monsieur l'Ambassadeur. C'est un vrai constat. On n'est pas sur la même longueur d'onde, donc c'est le cas normal dans la relation allemande.
franco-allemande. Et après, on va discuter et on va arriver, je suis sûr, à une solution. Je pense qu'en effet, il y a une différence d'approche. On a quand même réussi là où on pensait impossible de réussir sur le financement du Covid et du plan de relance de l'économie européenne. Le commissaire Breton a lancé une idée pour un fonds d'investissement de 100 milliards d'euros à l'échelle européenne. Nous savons que nous avons des problèmes de dette à gérer, donc il va bien falloir trouver des solutions. Là aussi, je pense qu'on en trouvera. La question, c'est combien de temps cela prendra-t-il? Et est-ce que pendant ce temps, d'une part, l'Ukraine tiendra? Et est-ce que pendant ce temps, d'autre part, les entreprises européennes sauront se développer et croître suffisamment sans se faire distancer? Parce que là où nos dirigeants sont d'accord, et nos deux pays sont d'accord, c'est que ce n'est pas acceptable de constater qu'en 30 ans, il y a eu 2 fois plus de croissance aux États-Unis que dans l'Union européenne. Et donc, si ça devait continuer ainsi, alors nos entreprises, nos emplois seraient gravement menacés et nos technologies aussi. Donc, il y a un accord, je pense, sur l'objectif. Il nous reste à discuter des moyens de l'atteindre et de le faire de façon aussi consensuelle que possible. Une dernière question. Voilà, jeune homme, allez-y. Bonjour. Le FAMAS a été remplacé par le HK 416 qui était de manufacture allemande pour se conformer au calibre de l'OTAN. Donc ma question est, dans les dissensions qu'il y a entre le couple franco-allemand, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu derrière le pantin américain qui viendrait s'immiscer? Vous l'avez dit, les Allemands préfèrent acheter américain plutôt que français ou travailler avec les Français. Donc voilà ma question, est-ce que les États-Unis ne seraient pas un peu derrière dans la séparation? Désolé, on a 1 minute pour répondre. Les États-Unis sont le premier exportateur d'armement. En Europe, les États-Unis sont aussi un fournisseur de sécurité à travers l'OTAN. Ça, c'est une donnée, je ne la discute pas. Simplement, nous sommes aussi des producteurs d'armement l'un comme l'autre. Et si nous voulons développer la coopération européenne et faire en sorte que nous exportions plus l'un et l'autre en Europe, alors il faut faire des pas. Et donc, il faut être capable d'acheter des fusils allemands lorsqu'on est français, et lorsqu'on est allemand, d'acheter aussi des équipements français. Il y a des armes dont on a besoin maintenant, donc les systèmes patriotes que l'Allemagne a achetés. Mais après, rien ne dit qu'on ne va pas développer des systèmes européens ultérieurement. Donc là, je pense que l'Allemagne est tout à fait d'accord de discuter avec les Français et d'autres partenaires européens sur le développement et la production d'un armement dont on a besoin à long terme, moyen et long terme. Merci à tous les deux. Florence Parly, merci. Stéphane Steinlein, merci beaucoup. Merci à vous.